Bonsoir Guy. Ça, c'est saisissant. Bonsoir, Daniel. Bonsoir à vous tous. On commence? Ah ben oui. Bonsoir à vous tous, puis bienvenue au Centre d'Universalité pour une autre conférence de Daniel Kem. À soir, ça va être, le titre porte sur le travail créateur. Daniel, je me rappelle des anciennes façons qu'on a appris. La journée, on divisait ça en 3 chiffres, tu sais. La nuit, le jour, puis c'est-à-dire que une partie pour te reposer, on disait achète-toi un bon lit, c'est important, 8 heures que tu passes dedans. Il y a le travail aussi, 8 heures que tu passes dedans. Je pense que c'est aussi important qu'un bon lit, mais c'est plus difficile à ajuster peut-être. Comment l'homme peut-il en arriver justement à se diriger vers un travail créateur? Parce que souvent, présentement, l'homme habituellement, souvent il est créateur dans son 8 heures de vie privée, mais il y a de la misère à être créateur dans son 8 heures de travail, tu sais. Ben vois-tu, il faut premièrement déterminer ce que nous entendons par le terme créateur ou créer. Le travail créateur, normalement, quel que soit le travail, il est créateur. Le problème de l'homme, c'est de savoir s'il perçoit son travail comme étant une création ou un acte de créer. Mais de toute façon, quel que soit ce que l'homme fait, l'homme crée. Le mot « créer » pour l'humain doit être compris dans le sens transformé. Si nous voulons parler de créer, c'est-à-dire faire apparaître quelque chose à partir de rien, l'homme n'est pas un créateur. L'homme est un transformeur, donc si nous voulons prendre le terme créer dans le sens transformé, c'est d'ailleurs dans ce sens-là que le mot est employé depuis que nous disons que l'homme est un créateur. L'homme transforme continuellement tout. L'homme se transforme et l'homme se transforme à partir de ce qu'il vit. Et l'homme vit ce qu'il vit à partir de ce qu'il veut vivre. Et il veut vivre à partir de son intérieur, c'est-à-dire de ce que nous appelons l'homme. Donc, l'homme se transforme. Et l'homme se transformant quotidiennement, l'homme se crée lui-même. Le travail créateur, c'est une transformation qui devrait simplement être perçue par l'homme comme étant ce qu'elle est, une création, une transformation. Le fait de placer des boulons sur une pièce de métal 8 heures par jour peut être extrêmement créateur si l'homme ou la femme qui fait ce travail essaie par ce travail de découvrir toute l'extraordinarité qui entoure le fait de poser un boulon sur un morceau de métal. Si nous regardons par exemple un chat, nous allons nous rendre compte que même adulte, le chat peut se contenter de jouer avec une boule de laine, avec une bobine de fil, avec une souris en peluche. Même adulte, le chat se contente de ça. L'homme a comme problème le fait qu'il insiste surtout sur sa transformation et non pas sur la transformation de l'extérieur. Donc, l'homme insiste beaucoup plus dans sa vie, attache beaucoup plus d'importance à ce qu'il fait lui, donc à la transformation de sa lassitude, que de porter de l'importance à ce qu'il fait à l'extérieur de lui. Lorsque vous posez un boulon après une pièce de métal, c'est déjà extraordinaire le fait d'être capable de mobiliser plusieurs muscles pour arriver dans une perfection de plus en plus proche à poser le boulon directement dans le trou, à visser, à employer un outil, une machine et à parfaire le travail. Mais l'homme ne se contente jamais d'observer l'extraordinarité qui entoure ses gestes. L'homme observe surtout ce que cela opère chez lui. Et là, il découvre de l'ennui. Parce que, selon lui, le fait de répéter quelque chose trop longtemps finit par l'empêcher de se transformer. Il ne perçoit plus de transformation. Plusieurs personnes, lorsqu'ils vont travailler pour la première fois, trouvent que leur première journée passe très vite. Plus une personne aime le travail qu'elle commence de faire, plus elle trouve que ça passe trop vite. Et lorsque ça fait 5 ans qu'elle le fait, les journées sont longues. Il ne s'est rien passé de différent, c'est le même nombre d'heures travaillées, c'est le même genre de travail qui est fait. Maintenant, il n'y a plus de transformation chez la personne. Qu'est-ce que c'est créer?
Créer, ça peut être créer un enfant. En réalité, l'homme transforme la matière. Créer, ça peut être faire une peinture. Mais le peintre qui peint régulièrement finit par s'ennuyer de peindre. Créer, ça peut être planter des fleurs. Mais le jardinier qui a 25 ans de travail de plantage de fleurs finit par se demander s'il ne devrait pas faire quelque chose de créatif à un moment donné. Si nous prenons par exemple l'exemple que de temps en temps les personnes de la ville, lorsqu'ils sont fatigués, s'en vont dans la forêt, dans leur chalet, et vont bûcher du bois. Ça les retape. Et le bûcheron, lui, vient en ville pour se reposer. Il y a donc un mécanisme fondamental qui est la perception de l'homme de ce qu'il fait. Et dans cette perception se trouve l'épopée créatrice de l'homme et l'épopée ennuyante de l'homme. Mais l'homme transforme de toute façon. Donc, l'homme crée. Si nous parlons de travail créateur, nous parlons évidemment de l'adaptation de la psychologie humaine à l'exercice qu'il accomplit quotidiennement pour lui permettre de continuer à se transformer, c'est-à-dire pour lui permettre de survivre, pour lui permettre de vivre. Ce qui permet à l'homme, souvent on va dire, j'aimerais bien mieux faire moi-même mon pain, planter moi-même mes légumes, faire moi-même ma vache, faire moi-même mon beurre et mon fromage. Alors pourquoi, à un moment donné dans l'évolution de l'homme, l'homme qui faisait toutes ces choses-là lui-même, a-t-il décidé de se perfectionner dans le beurre, un autre dans le lait, un autre dans le foin, un autre dans les meubles, un autre dans les poignées de porte, jusqu'à faire en sorte qu'on ait un lait meilleur, un beurre meilleur, qu'on ait suffisamment de beurre. S'il perd en qualité, on le gagne en quantité pour que tout le monde en ait, à un prix raisonnable. Si on a fini par spécialiser tout le travail créateur de l'homme pour en faire un travail spécialisé, c'est qu'il y avait une raison. Et présentement, les personnes qui ont maintenant cette facilité de pouvoir acquérir du pain, de pouvoir acquérir tellement d'éléments pour pouvoir vivre, des fauteuils pour s'asseoir, des divans qu'ils ne pourraient jamais faire, des bureaux qu'ils ne pourraient jamais construire, une télévision, et certains, ça leur prend 6 mois avant de réussir à faire marcher comme il faut leur téléviseur. Alors imagine-toi le construire. Alors si on est rendu dans une société qui permet la création, qui permet la créativité, mais qui oblige l'homme à prendre conscience de ce qu'est la créativité, c'est parce qu'il y a eu une époque où l'homme créait encore plus, mais l'homme souffrait de trop créer. Le problème de la créativité est un problème fondamental chez l'homme. L'homme recherche à créer ou l'homme souffre de devoir trop créer. Lorsque l'homme est... Prenez bien conscience de ceci. Si vous voulez vous exprimer dans la créativité, c'est que vous avez un mode de vie qui vous permet de désirer créer. La personne qui est continuellement à la recherche de sa nourriture, qui doit travailler pour assurer sa nourriture, elle crée. Mais elle souffre. Elle a besoin de continuellement placer ses énergies dans une création qui se doit d'être réussie, sinon elle perd. Mais les personnes qui recherchent quelque chose de créatif, de renouvellement, ces personnes-là sont dans un cadre social, un cadre de vie qui est extraordinairement haut. Et les personnes qui ont un mode de vie facilitant la création vont normalement se plaindre de ne pas créer. Parce que l'homme ne voit pas qu'il y a création lorsqu'il exécute les ordres d'autrui. C'est-à-dire que lorsque moi je travaille, je fais quelque chose qui m'est demandé par mon patron. Je fais quelque chose qui m'est demandé par mon travail, si je suis mon patron. Et je n'appelle pas ça créer. Parce que j'ai l'impression d'être contraint à, disons, exprimer, matérialiser, transformer l'énergie d'autrui. Mais qu'est-ce que créer? La personne qui décide à un moment donné qu'elle veut, chez elle, commencer à faire un peu d'électronique, elle crée. La personne qui décide de commencer à se faire du pain, elle crée. Elle a l'impression de créer alors qu'elle fait la même chose que des millions de personnes font.
La différence, c'est que lorsque l'ego, lorsque vous avez l'impression d'exprimer vos énergies, vous appelez ça créer. Et lorsque vous exprimez les énergies d'autrui, vous appelez ça travailler. Mais le travail créateur est une chose qui c'est inséparable. L'homme ne peut travailler sans créer. Lorsque l'énergie vient de l'ego même, ou lorsque l'énergie traverse l'ego pour s'exprimer, lorsque la personne a l'impression que c'est elle qui crée, une impression illusoire, elle appelle ça créer. Alors donc, je m'exprime. Une personne qui s'exprime en exprimant les énergies d'autrui crée elle aussi. Parce que de toute façon, chaque fois que vous avez une idée que vous voulez exprimer dans la matière, exprimer dans l'événement, un homme d'affaires est un créateur. L'homme d'affaires exprime dans les événements. L'homme d'affaires est un créateur. Le prêtre est un créateur. Le conférencier est un créateur. Chaque personne qui transforme quelque chose crée. Mais on s'attache à percevoir, à savoir d'où vient l'énergie qui nous fait créer. Si elle vient si nous avons l'impression qu'elle vient de nous, nous créons. Lorsque le prêtre dit, ou lorsque le Nazaréen a dit, ce n'est pas moi qui le fais, mais mon Père. Est-ce qu'il créait ou s'il travaillait? Mais lorsque les humains font quelque chose qui vient d'autrui, ils appellent ça travailler. Et lorsque cela semble venir d'eux, ils appellent cela créer. Mais l'être humain, si par exemple le Nazaréen, Jésus de Nazareth, dit à un moment donné quelque chose et demande à une personne, par exemple, si le Nazaréen pourrait être ici présent aujourd'hui dans une entité matérielle, et vous demandez de quelque chose, d'exprimer quelque chose ou de fabriquer quelque chose. La majorité d'entre vous pourrait dire que vous créez au nom de Dieu ou au nom du Nazaréen. Mais si le Nazaréen est remplacé par un patron, par une situation sociale, par une situation économique, par quelque chose d'autre, l'homme ne fait qu'exprimer des énergies extérieures à lui. Lorsque l'homme crée un tableau, une peinture, l'homme exprime une énergie qu'il croit venir de lui, mais qui ne vient pas de lui. Elle peut être transformée par lui, c'est-à-dire qu'elle peut être ternie par lui. Donc l'homme qui crée et qui essaie de contrôler l'énergie qui tend à s'exprimer risque de manquer un peu sa création. Elle risque du moins de ne pas plaire autant qu'elle aurait pu plaire dans la société. Chaque fois qu'une énergie créatrice descend sur la planète et est exprimée par l'intermédiaire d'un être humain, l'énergie créatrice qui est exprimée clairement, sans coloration, sans déformation par l'être humain, est une énergie qui va s'exprimer dans la matière et qui va donner une chose utile à l'homme dans le temps où elle apparaît. Lorsque l'homme s'interpose entre l'énergie créatrice, l'énergie intentionnelle et la création, on a des chances d'avoir un appareil, d'avoir une peinture, d'avoir une création qui ne s'adaptera pas nécessairement à la masse, qui ne sera pas nécessairement utile à la collectivité dans le temps où c'est créé. Ces mécanismes perturbateurs de l'homme sont connus des énergies intentionnelles, c'est-à-dire des énergies créatrices. De ce fait, l'énergie créatrice va donner à l'homme un peu plus que ce qui devrait transparaître après que l'énergie ait traversé l'homme. Donc, normalement, on donne à l'homme une énergie qui pourrait lui permettre d'inventer quelque chose qui ne pourrait servir l'humanité que dans 20, 30, 40 ou 200 ans. Étant donné que l'homme a un ego extrêmement puissant, étant donné que l'homme aime bien dire « je crée », « je m'exprime », il déforme l'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice, et ce qu'il exprime à l'extérieur est normalement, vu la déformation, adaptable immédiatement à la condition humaine. De temps en temps, on a affaire à un homme, une femme, qui ne s'interpose pas entre la création et l'énergie créatrice, donc qui est un canal parfait. Et là, on a certaines erreurs de l'évolution qui ont permis à certaines personnes d'écrire des livres qui seront compris dans 50 ans, 60 ans ou 200 ans.
d'inventer des pièces musicales qui seront appréciées plusieurs années après la mort de la personne, de faire des découvertes scientifiques qui seront reconnues plusieurs années, plusieurs dizaines, plusieurs cinquantaines d'années après le décès de notre personne. Normalement, l'énergie créatrice, étant donné que l'homme est ce qu'il est, elle est dosée plus fortement pour, après avoir été diminuée par l'homme, s'adapter à ce qui se passe. Le travail de l'homme, quel que soit le travail de l'homme, est l'expression d'une énergie créatrice qui sert l'homme. Elle sert l'homme collectif. Et elle sert aussi celui qui exprime cette énergie. Le fait de dire qu'il n'y a pas de sot métier est un peu stupide. Parce que presque chaque personne qui dit ça, le dit pour expliquer le fait qu'il trouve que ce métier-là est sot. Alors, je suis vidangeur, mais il n'y a pas de sot métier. Pourquoi qu'elle me dit ça s'il n'y a pas de sot métier? Elle a l'impression que le métier est sot. Elle essaie de me convaincre que le métier n'est pas sot. Alors, ce qui fait que cette expression, elle est vraie, mais fausse lorsqu'elle est prononcée par la bouche de l'homme. L'énergie créatrice, l'énergie intentionnelle, l'énergie qui permet la transformation selon une harmonie déterminée par l'évolution de l'homme, est une énergie qui devra s'exprimer par l'homme. Et quel que soit l'homme, l'énergie du travail s'exprime toujours dans une force utile à l'homme. Maintenant, on doit faire attention, il y a deux formes de création. Étant donné que l'homme a une tendance innée à s'interposer entre tout ce qui descend du ciel et tout ce qui est sur la planète, c'est-à-dire que l'ego de l'homme s'imagine que lui fait, alors qu'en réalité, lui exécute quelque chose qui lui est ordonné par une énergie. Vous ne pouvez pas avoir envie de boire tel genre de liqueur si l'énergie de cette envie ne vous habite pas. Alors, soit que l'énergie du ciel devra vous la donner, soit que l'énergie de l'homme devra vous la donner. Un message publicitaire, plusieurs formes de choses subliminales qui vont amener certains individus à faire certains actes. Lorsque l'homme crée, lorsque l'homme a soudain l'idée de créer, de faire quelque chose, d'avoir un hobby, de cultiver un jardin, c'est qu'il y a des énergies qui se prêtent à l'expression de ce genre de mécanisme. Mais le fait que vous placiez un bouillon dans une plaque de métal pour, par exemple, fabriquer des voitures, pour fabriquer des outils, pour assembler une charpente d'acier dans le but de construire un édifice, le fait que vous ne fassiez que coudre des boutons dans des manteaux régulièrement permet à combien d'êtres humains de se vêtir et d'être préservés physiquement des conditions extérieures. Imaginez-vous que certaines personnes doivent trouver réellement anti-créateur le fait de fabriquer des parapluies. Mais vous savez tous ce soir que le parapluie a une utilité. La personne ne se rend pas compte de ce qui se passe. Le travail, il est efficace, le travail, il est utile, il est même essentiel, parce que premièrement, le fait de coudre ce parapluie est une création qui est tellement important, et l'importance ne doit pas nécessairement être perçue par un homme qui a un auto et qui n'a pas besoin de parapluie, ou une personne qui vit sous des latitudes où il ne pleut jamais. L'importance, il est perçu par ceci. Si votre travail que vous pouvez trouver imbécile, votre travail que vous pouvez trouver non créateur, vous permet de manger, donc vous apporte du pain, vous apporte la nourriture, vous permet de boire, vous permet de vous loger, vous permet de vous vêtir et de temps en temps de vous distraire, c'est de l'énergie créatrice qui a été bien exprimée et karmiquement elle vous est remise. Lorsque l'homme est exploité dans son travail, l'homme perd. Pourquoi l'homme perd-il? Parce que l'homme émet une énergie créatrice, et il ne reçoit pas le quota égal en énergie. C'est-à-dire que vous fabriquez quelque chose, et ce que cette énergie a
peut exprimer, peut servir, ce que cette énergie peut dégager en énergie, si cela ne vous est pas remis dans les mêmes proportions, vous vous faites voler. L'énergie intelligente a permis à un moment donné l'apparition des syndicats. Le syndicat est un mécanisme qui protège le travailleur. Certains syndicats ont hélas débordé leur mission, leur fonction intelligente, et un syndicat doit protéger le travail et non pas le travailleur. Lorsque les employeurs exploitaient les travailleurs, si on protège le travail, on protège donc les travailleurs. Lorsque les employés exploitent les employeurs, le syndicat devrait se placer du côté des employeurs, ce qui n'est pas toujours fait, et c'est ce qui a permis à plusieurs compagnies de devoir fermer leurs portes. Donc, il n'y a pas de création dans la fermeture d'une industrie. Le travail créateur, c'est quelque chose de quotidien que vous faites régulièrement, et tout ce qu'il y a, c'est que vous ne percevez pas l'importance de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas percevoir l'importance de ce que vous faites si vous ne percevez pas l'importance de ce que vous êtes. Si vous vous imaginez, si vous vous donnez, si vous vous accolez une importance qui, selon vous, ne va pas avec ce travail, vous faites une erreur. Il est évident qu'à un moment donné, une personne change d'énergie, c'est-à-dire que devenant un canal différent, canal qui pourra permettre le passage de l'énergie créatrice, elle devra changer de travail. C'est-à-dire que l'énergie intentionnelle qui essaie de traverser, qui essaie de passer en elle, ne peut pas être exprimée par le travail qu'elle fait. Cela est possible. Mais cela sera un état véridique lorsque les conditions de changement de travail se présenteront à la personne. Sinon, le travail qu'elle fait est adapté à l'énergie créatrice qui la traverse. Et ce n'est pas parce que l'ego, parce que la personne s'imagine avoir une énergie créatrice pour faire d'autres choses, que cette énergie la traverse. La personne, elle a passé sa vie à fabriquer des soutiens-gorge. À un moment donné, elle décide qu'elle veut paver les rues. Alors, elle s'en va voir une compagnie comme Miron ou Beaver Asphalt, et elle essaie d'être employée pour mettre du bitume, de l'asphalte dans les rues. Mais est-ce que, à part l'idée qu'elle a de changer de travail, est-ce que l'énergie créatrice qui lui permettrait de faire ce travail passe à travers elle? S'il ne passe pas et qu'elle lâche son autre travail, elle n'aura plus de travail. L'énergie créatrice s'exprime tant à la maison qu'au travail, c'est-à-dire que la femme ou le mari qui est à la maison pour s'occuper des enfants est habité par l'énergie intentionnelle qui lui permet de faire ce travail. Maintenant, l'énergie créatrice traverse l'homme de plusieurs façons, deux majeures. L'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice va traverser l'homme selon les affinités qu'a l'homme de l'attirer. C'est-à-dire que plus le canal est prêt à recevoir un genre d'énergie créatrice, plus cette énergie va traverser l'homme. L'instruction transforme le canal. Si une personne a immensément de connaissances en informatique, il y a beaucoup plus de chances que l'énergie d'informatique la traverse. Mais de quelle façon va-t-elle exprimer cette énergie créatrice? En passant 2 ans à se chercher un emploi, en essayant de travailler dans un secrétariat, en fabriquant des logiciels, en ouvrant un magasin d'ordinateurs, même si elle a les connaissances, chaque personne qui suit un cours d'informatique a les connaissances. Mais l'énergie créatrice qui va traverser la personne ne sera pas la même pour tous ceux qui ont les mêmes connaissances. Dans le cadre social qu'on vit, Daniel, les rôles sont déjà établis. Exemple, on va dire le policier arrête les criminels, le médecin soigne des malades, etc. C'est comme si la société nous envoie l'image que, finalement, elle pourvoit à tous nos besoins. Mais d'après ce que tu nous dis à soir, finalement, il y a beaucoup de place pour la créativité à l'intérieur de ces rôles-là, même si... Il n'y a que de la créativité. Par contre, il y a beaucoup de place pour percevoir la créativité. Une personne peut dire, oui, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu as fait pendant 3 ans le même travail et tu n'as jamais trouvé ça ennuyant. Mais moi, avoir fait le même travail que toi, j'aurais aimé ça.
Moi, j'ai fait de l'ambulance pendant 5 ans à Montréal. Et j'ai connu peut-être 20 ambulanciers sur 350 qui trouvaient qu'ils créaient dans leur travail. Tous les autres s'ennuyaient à mort dans leur travail. J'ai connu plusieurs policiers, et sur les policiers, on a presque le même pourcentage qui créaient dans leur travail, et les autres s'ennuyaient dans leur travail. Chez les sapeurs, chez les pompiers, c'est la même chose. Dans presque toutes les professions, j'ai vu des médecins qui créaient, j'ai vu des médecins qui s'ennuyaient. J'ai vu des infirmières qui créaient, j'ai vu des infirmières qui s'ennuyaient. Et on a toujours un immense pourcentage de personnes qui s'ennuient, qui, à la fin de leur journée, sont tout contentes de dire « enfin un autre de passé, un autre de moins à vivre », et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent ni de ce qu'ils ont fait. Plusieurs personnes me disaient « ah oui, mais c'est sûr que faire ton travail, ce serait différent. » C'est jamais vrai. J'ai travaillé dans plusieurs places. Chaque fois que j'avais une énergie créatrice qui me traversait, qui différenciait ce que je faisais, je laissais tomber le travail. Une semaine après, je travaillais ailleurs dans ce que j'aimais. C'est-à-dire que moi, il se trouve que j'aime ce que je fais. Mais je ne fais pas nécessairement ce que j'aime. Et ça, c'est extrêmement différent. Et ça ne demande pas je ne demande pas par là aux personnes de subir d'une façon diplomatique leur inchangement. La personne qui doit changer se doit de changer, mais elle doit être sûre si c'est simplement un phénomène de l'ego qui est tanné, qui en a marre de quelque chose, ou si c'est un phénomène de manque d'énergie pour cette chose et de beaucoup plus d'énergie pour quelque chose d'autre. Lorsque je commence à faire mal un travail, je ne le fais plus. Mais moi, je m'applique à bien le faire. Parce que dans quel que soit le travail que j'ai fait, j'ai toujours découvert immensément de choses sur l'homme, juste le fait de regarder un verre. Qu'est-ce que la personne qui, par exemple, place les verres dans des boîtes, qu'est-ce qu'elle peut découvrir de l'homme avec un verre? Mais ce verre est la création de l'homme. Et à ce que je sache, un chat, un singe, un cheval ne peut pas créer ce verre. Et ce n'est pas chaque humain. Qui d'entre vous peut me créer un verre comme ça? Personne. Et c'est pourtant une création humaine. Et je vais me promener sur la planète avec mon petit verre en styrofoam, puis je vais essayer de trouver une personne qui peut m'en créer un. Puis je risque d'être déçu, je risque de jamais en trouver. Pourtant, c'est créé par l'homme. Et cette matière plastique ici, je vais faire le tour de la Terre combien de fois? Est-ce que je vais réussir à trouver une personne qui peut me créer ce verre? Pas une personne qui va me dire, ah, moi, oui, je peux, moi, j'ai 150 employés qui peuvent. Non, non. Est-ce qu'un être humain sur la planète peut me créer ce verre? Me le reproduire? Je risque de marcher longtemps. Pourtant, ce sont des créations de l'homme. L'homme ne voit tellement pas, l'homme attache tellement plus d'importance à ce qu'il crée, à son acte de créateur, qu'il ne voit même plus que c'est lui qui a créé. D'où la lassitude qui amène l'homme à ne pas aimer travailler. Combien d'entre vous se lèvent le matin ou le soir ou la nuit et tout heureux d'aller travailler? La majorité des personnes n'ont pas hâte d'arriver au travail et n'ont pas hâte de revenir chez eux. Et entre ça se passe la vie de l'homme. Combien de journées par année l'homme a-t-il l'impression de créer? Mais si l'homme crée la même chose pendant 1 an, il n'a plus l'impression de créer. Pourquoi? Parce que l'homme différencie l'expression de l'énergie créatrice et l'expression de son ego par l'intermédiaire de l'énergie créatrice. Lorsque mon ego, lorsque moi, j'ai le goût de peinturer, je m'en vais et j'achète tout ce qu'il faut pour peinturer. Certains ont déjà vécu quelque chose de similaire, où on met 400 $ pour acheter ce qu'il faut, puis 2 semaines après, ça ne nous tente plus. Alors tu es tout équipé pour faire de la mécanique, mais ça ne te tente plus. Tu es tout équipé pour faire de la chimie, mais ça ne te tente plus. Tu es tout équipé pour faire n'importe quoi, mais ça ne te tente plus. Combien sont équipés pour aller pêcher et ne vont pas pêcher? Pour aller camper et ne vont pas camper? Combien ont des chaloupes, des canots et combien de fois ils s'en servent? Certains s'en servent, mais ils ont d'autres choses chez eux qu'ils ont achetées qui ne se servent pas. Lorsque l'ego essaie de s'exprimer par l'intermédiaire de l'énergie créatrice, lorsque l'ego essaie de dire que c'est lui qui crée,
il a un goût, il a un désir, et il essaie de se servir de cette énergie qui transforme la matière pour essayer de s'exprimer. L'homme manque son coup, l'homme est déçu, l'homme s'ennuie, et l'homme croit qu'il est heureux lorsque, et seulement lorsque son ego peut s'exprimer, supporté par l'énergie créatrice. Ça, il appelle ça la création. Il peut aussi appeler ça société de loisirs. Mais je répète que la majorité de ceux qui, dans leur loisir, s'amusent, font le même travail que ceux qui s'ennuient lorsqu'ils font ce travail-là. Et on a donc la moitié du monde qui vont jouer au tennis pour se relaxer et une autre moitié qui vont faire... On a des peintres qui sont obligés de peinturer, sont obligés de fournir. Ceux qui font des bandes dessinées, d'ailleurs si on regarde la majorité des bandes dessinées où le dessinateur peut s'exprimer par l'intermédiaire de sa bande dessinée, on a toujours notre dessinateur qui est écrasé sur sa table de dessin et on a toujours l'éditeur qui vient taper dessus. Alors il crée, mais il aimerait bien être pompier. Mais là, il n'y a pas le choix, il a ça comme expérience, l'énergie créatrice traverse lui pour ça, et il est pris là-dedans. Il ne voit pas nécessairement qu'il crée. Si vous fabriquez une chandelle, est-ce que vous créez? Si vous baratez vous-même votre beurre, est-ce que vous créez? Alors, quelle est la différence entre la personne qui doit veiller à des boutons, qui barate des millions de livres de beurre, avec l'autre qui doit brasser son pot jusqu'à en avoir mal au biceps pour faire son beurre? Là, tout le monde crée. Le travail est créateur. Et l'homme se donne une condition. L'homme se croit quelque chose qu'il n'est pas. L'homme n'est pas un créateur en ce sens qu'il doit décider de ce qui doit être créé. Avant qu'on ait les possibilités techniques d'avoir des trains et avant qu'on ait besoin des trains, l'énergie créatrice n'a jamais permis à l'homme d'envisager le train. Lorsque ces conditions, lorsque le besoin et la technologie étaient présentes, l'énergie créatrice a permis à certains hommes qu'elle a traversés d'unir ces deux choses et à l'intérieur de cette union d'exprimer l'énergie créatrice et de fabriquer une chaudière, de fabriquer un train. Lorsque les conditions planétaires de l'homme demandent à l'homme beaucoup de déplacements parce qu'il y a beaucoup d'hommes, parce qu'il y a beaucoup de continents connus, parce que maintenant il y a le besoin, la nécessité évolutive de mélanger les races, alors la technologie est prête, le besoin est là, et l'énergie créatrice descend, et on peut commencer à voler. Voler dans les airs. Parce que voler, on le fait depuis longtemps. L'énergie créatrice ne traversera pas l'homme, donc elle ne vous traversera pas vous, si vous n'êtes pas prêt à l'exprimer. Si vous avez un besoin égoïque, vous avez un besoin psychologique, ce n'est pas un besoin réel, ce n'est pas un besoin vital. Votre vie n'est pas en danger, votre évolution non plus. C'est un besoin psychologique. Vous aimeriez ou vous avez peur de. Donc, si vous avez un besoin psychologique, vous risquez d'avoir de la difficulté à exprimer l'énergie créatrice pour parfaire ce besoin. Vous allez donc devoir créer de la deuxième façon. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux façons de créer. On en arrive à la deuxième. Vous allez devoir vous servir de votre intelligence, de votre énergie mentale, qui va devoir être assujettie à votre désir, à votre besoin psychologique, et vous allez vous servir de votre expérience, de vos connaissances, pour essayer de fabriquer quelque chose qui pourra venir servir votre besoin psychologique. Chaque fois que l'homme crée, par l'intermédiaire de l'énergie intentionnelle, par l'intermédiaire de l'énergie créatrice, l'homme crée quelque chose d'utile, qui est bon pour l'avancement de l'évolution de la planète. Lorsque l'homme se sert de la même, de l'expression, de la création de l'énergie créatrice, et qu'il l'assujettit à son besoin psychologique, l'homme crée des choses qui détruisent. À un moment donné, on a eu la découverte de l'énergie radioactive, nucléaire. On s'en sert pour des choses et on s'en sert pour d'autres choses. On a des hommes qui sont, par exemple, cultivateurs, qui créent. Et on a des hommes qui sont chasseurs, qui tuent. L'homme chasseur a évolué. Aujourd'hui, il élève les animaux avant de les tuer.
Donc, l'homme crée. Parce que le fait de prendre un bœuf, une vache, de s'arranger pour avoir beaucoup de veaux, de les tuer et de les manger, fait partie de la création permise par l'énergie créatrice. C'est la même chose que celui qui cultive dans un champ. Celui qui va à la chasse, alors qu'il n'en a pas besoin pour vivre, donc il n'y a pas d'utilité autre que le sport, la distraction, celui-là détruit. C'est-à-dire qu'il exprime l'énergie créatrice de son ego. Il copie l'énergie créatrice de l'intelligence intentionnelle. Il ne crée pas. Il crée, il transforme, mais c'est négatif. Même si cette personne respecte les règles de la chasse, elle va faire quelque chose pour satisfaire sa psychologie. On a besoin de laisser l'homme aller à la chasse, savez-vous? Parce que l'homme psychologique a un besoin de tuer. Et même si l'homme est pacifique, l'homme est non-violent, l'homme a besoin de tuer, il se trouve. Remarquez bien que les pays où il n'y a pas de chasse, et vous pouvez vérifier, sont des pays qui sont continuellement en guerre. Et lorsque nous permettons à l'homme de tuer, l'homme dilapide cette énergie dans la chasse au lieu de la dilapider dans la guerre. L'homme qui se sert de ses besoins psychologiques pour copier l'énergie créatrice extérieure et essayer de faire quelque chose pour le satisfaire, ne crée pas. Il transforme, mais plus souvent qu'autrement, il détruit. De toute façon, chaque fois que l'énergie psychologique créatrice de l'homme s'est exprimée, cela a nui à l'évolution de l'homme. Chaque fois que l'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice intelligente, s'est exprimée par l'homme, cela a aidé l'homme à avancer. Le fait que l'homme veuille exprimer son énergie psychologique dans la création fait que l'homme a l'impression qu'il ne crée pas lorsque cette énergie psychologique n'est pas exprimée. Ce qui amène l'homme à voir dans son travail une platitude, une niaiserie, l'homme s'ennuie et l'homme a l'impression fausse qu'il ne crée pas. Et lorsque l'homme exprime sa psychologie dans l'extérieur, il dit qu'il crée. Lorsque l'homme crée réellement, lorsque l'homme travaille, je vous répète que chaque fois que vous faites quelque chose qui vous rapporte quelque chose, pour pouvoir vivre, pour pouvoir apprendre, vous distraire, vous nourrir, vous loger, vous vêtir, vous promener, c'est plus souvent 99,9% attribuable à l'énergie intentionnelle. Et le karma que vous allez en récolter sera ce que vous avez déjà. Le vécu. Lorsque l'homme psychologique exprime son énergie pour essayer de créer à partir de ce qu'il veut créer, et non pas à partir de ce qui doit être créé, il a aussi un karma qui lui rapporte plus souvent des problèmes. Parce que l'homme marche à l'encontre, l'homme marche en parallèle, en boitant avec ce qui doit être fait. Il n'y a pas de saut métier, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sotte énergie créatrice. Présentement, vous avez plusieurs choses. Vous avez des vêtements de plusieurs couleurs. Parce qu'une personne ou parce qu'un groupe de personnes a pu se spécialiser dans les teintures, dans les textiles. Vous avez du pain régulièrement et vous avez du lait régulièrement. Vous avez besoin de 6 pintes de lait, on en prend 6. 9, on en prend 9. Tout emballé, tout prêt à boire. Parce que certaines personnes se sont vouées à faire ce genre de travail. Et tout ce beau monde ne voit pas là qu'il crée. Et tout ce beau monde se plaint, et tout ce beau monde aimerait bien changer de soulier pour pouvoir créer. L'homme est un créateur, l'homme n'a pas le choix, l'homme est un canal qui permet à l'énergie créatrice d'être exprimée pour permettre à l'homme de pouvoir continuer à apprendre. L'homme crée son chemin. Et les perturbations qui rendent l'évolution difficile sont souvent les expressions de la création psychologique de l'homme. L'énergie intentionnelle invente la poudre noire. Les Chinois se servent de cette poudre d'une façon psychologique, alors ils s'en servent pour s'amuser.
on découvre une utilité, la dynamite. La poudre à canon est une invention de l'homme psychologique qui recherchait à combler une peur psychologique. Et lorsqu'il a vu la création de l'énergie intelligente, il s'en est servi pour pouvoir bousiller ses ennemis. Lorsque Nobel, vous connaissez sans doute tous M. Nobel, celui qui, disons, a le prix Nobel, a inventé la dynamite, entre autres, la nitroglycérine, mélangée avec de la brique, etc., on va envelopper, c'est lui qui a inventé la dynamite. Nobel a inventé la dynamite. Dynamite qui a servi par après à la construction de routes, à la construction de maisons, parce qu'il a fallu qu'on creuse, qui a servi à empêcher les avalanches, parce qu'on dynamitait les avalanches, les montagnes de neige, avant que des skieurs viennent y skier. Ce bonhomme à qui on donne on a le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la science, le prix Nobel de la littérature, ben c'est à partir de ces inventions qu'on a eu les meilleures armes de guerre. Mais Nobel ne donne pas de prix, c'est-à-dire que lui, sur son testament, il n'y avait pas de prix de guerre, de prix d'armes, de prix pour le meilleur vol, de prix pour la plus grosse explosion. Sur son testament, il demandait à ce que l'argent qu'il avait ramassé, lui, avec sa dynamite, à ce que cet argent soit placé en banque et à ce que l'intérêt soit donné chaque année pour récompenser un travail créateur, non pas un travail destructeur, c'est-à-dire un travail généré par l'énergie créatrice et non pas par l'énergie psychologique de l'homme. On a pris la dynamite, la nitroglycérine, on a inventé la trinitotoluène par après, la TNT, et on a continué dans un sens psychologique humain, et on a fabriqué des armes pour détruire. Alors que Nobel était un être créateur, ce qu'il a fait a servi à détruire. Et la majorité des inventions qu'on a eues dans l'Antiquité ont été amenées sur la planète par l'énergie créatrice, mais l'homme s'est servi de ces inventions pour son énergie psychologique, ce qui a amené l'homme à détruire. C'est la même chose pour l'énergie nucléaire, sauf que cette énergie a été apportée chez l'homme pour que l'homme s'en serve dans une bombe. C'est la seule fois que l'énergie intentionnelle de l'homme, que l'énergie intentionnelle intelligente, s'est exprimée chez l'homme de façon à d'obliger l'homme à créer une bombe, la bombe nucléaire. Cette énergie intelligente a permis cette création destructive parce qu'elle était créatrice. Elle devait mettre fin à un conflit qui avait suffisamment duré et qui avait eu comme fonction de mélanger les peuples. Par après, l'homme a vu l'effet de cette invention et il s'est voué à la perfectionner. Et ce qui est encore une fois un travail de destructeur. Lorsque l'homme s'ennuie dans son travail, là, on voit que c'est quand même plus que la majorité quand même. Cet ennui-là, est-ce qu'il ne proviendrait pas aussi du fait que l'homme ne voit pas globalement l'utilité de ce qu'il fait? Ou il voit juste une petite partie, la personne qui met une pièce sur un module en électronique qui ne comprend pas tout le système? L'homme qui s'ennuie à son travail a de temps en temps l'idée qu'il veut faire du bien. Certaines personnes se donnent des missions humanitaires, malgré qu'ils s'ennuient à leur travail. Tous ceux, par exemple, qui évoluent dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, dans la conscientisation, se demandent, à un moment donné dans leur travail, s'ils ne devraient pas laisser leur travail pour pouvoir mieux s'exprimer dans la création de l'ésotérisme, de la psychologie, de la conscientisation, de la spiritualité. Alors, comment une personne qui est déjà créateur peut envisager le fait qu'elle va mieux créer dans quelque chose qui ne lui est pas donné? La personne ne voit pas globalement ce qu'elle fait et la personne ne voit pas non plus l'utilité qu'a sa personne dans ce qu'elle fait. C'est évident qu'on a des problèmes sociaux au niveau du travail. C'est évident qu'à un moment donné, les gouvernements devront s'ajuster pour permettre à chacun des êtres qui habitent sa société de pouvoir travailler. Parce qu'une personne qui est chez elle et qui ne fait rien d'autre que d'attendre que le moment passe ou qui attend ses chèques, cette personne-là, elle est hors. Elle ne sert pas de canal à l'énergie créatrice. Elle peut créer un peu,
mais elles n'ont pas d'utilité fondamentale dans le cadre sociétaire, et c'est dans la société que la majorité évolue. Donc, à un moment donné, il est bien évident que les gouvernements devront s'ajuster pour permettre à tout le monde de travailler. Tout le monde devra donc travailler moins, mais tout le monde devra travailler. Si tout le monde travaille moins, ou on augmente les salaires, ou on diminue les prix. Présentement, dans le contexte socio-économique actuel, on devra augmenter les salaires. Et l'homme est capable, même s'il a une dévaluation monétaire, lorsqu'il augmente le salaire, il est capable de permettre à sa société de pouvoir être redynamisée à long terme, disons au cours de 2 ou 3 ans, de façon à ce que son argent va valoir beaucoup plus qu'elle n'aura jamais valu, et tout le peuple sera riche. Par contre, tout le peuple aura la moitié de son temps en loisir. Mais évidemment, on ne devra pas faire comme nous faisons présentement, obliger la société de loisirs pour occuper ceux qui n'ont pas de travail. On devra donner des loisirs à ceux qui sont en vacances, et non pas à ceux qui sont en chômage. Présentement, l'homme privilégie certains loisirs pour faire en sorte que ceux qui ne travaillent pas puissent oublier le fait qu'ils ne travaillent pas, dans le fait de s'amuser, ce qui est ridicule. La société qui va finir à un moment donné par être instaurée est une société qui privilégiera le travail et le loisir, la création. Mais on ne peut pas demander à un être de travailler et à un autre de s'amuser exclusivement. Les deux peuvent créer, mais l'homme a besoin de faire quelque chose d'utile. L'énergie créatrice est une énergie qui s'exprime que s'il y a utilité et possibilité matérielle. C'est intelligent, autrement dit. Et lorsque l'homme travaille 16 heures, 12 heures ou 8 heures par jour, mais plusieurs doivent travailler 12 heures par jour pour arriver à survivre alors que d'autres ne travaillent pas. Et nous devons travailler plus parce que nous devons donner plus à ceux qui ne travaillent pas. Parce que je dois payer le chômage, je dois payer l'assistance sociale, je dois payer les frais médicaux, je dois payer l'éducation, je dois payer les gouvernements pour offrir de nouveaux parcs, pour offrir de nouveaux centres créatifs, pour offrir plein de choses à ceux qui ne travaillent pas. Alors, si je paie moins au gouvernement, je ne donne pas d'argent à ceux qui ne travaillent pas. Mais si je travaille moins, eux autres peuvent travailler puis ramasser ce que je leur donnais. Alors, il y a plusieurs mécanismes, disons, à ajuster, évidemment. C'est brut, ce que je dis là. Mais le travail doit être donné à chaque être humain. Le travail, s'il est à la maison, dans le sens que nous avons une obligation familiale, par exemple, c'est un travail créateur. Mais encore là, on devrait interchanger les rôles de temps en temps, parce qu'il y a évolution. L'homme qui travaille peut apprendre. Chaque jour, chaque journée amène à l'homme des leçons. L'homme devrait simplement changer de page tous les matins pour y écrire les leçons de la journée. Mais l'homme garde les mêmes pages et l'homme ne voit pas la leçon. Il est bien évident, l'homme n'a même pas de place à la placer, la leçon. L'homme ne fait que remarmonner ce qui fait 15 ans qu'il fait le même travail. Alors qu'en réalité, l'homme, il fait présentement ce travail. Cela ne fait pas 15 ans qu'il le fait, le travail. Il le fait dans l'instantanéité. L'homme s'imagine que cela fait 15 ans qu'il le fait, mais c'est faux. Donc, l'homme, peu importe ce qu'il fait, il le fait parfaitement, dans un sens, parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Il le fait, non pas parfaitement, il le fait au mieux de sa possibilité, au mieux de sa dépression psychologique, comme au mieux de sa complétion psychologique. Mais l'homme est un créateur et l'homme crée régulièrement. L'homme ne fait que créer. Sauf que de temps en temps, dans sa création, l'homme exprime non pas l'énergie créatrice, mais l'énergie psychologique, ce qui amène l'homme à créer des choses qui peuvent détruire. Tu parlais tantôt, je pense que c'est un piège, des fois. Quand la personne commence à se conscientiser, bon, elle crève des ballons, des choses qui étaient pour elle des réalités. Et puis là, à un moment donné, elle trouve une certaine puissance face à la vie. Mais ça, si ça n'en reste là, si ça passe pas par un travail créateur, c'est une grosse illusion. Il y a une grosse différence entre l'énergie mentale, entre l'énergie de conscientisation, entre une perception de l'énergie supramentale et l'énergie créatrice. Ce n'est pas parce qu'une personne se conscientise, parce qu'une personne a une augmentation d'énergie mentale, d'énergie spirituelle, que cette personne peut créer dans d'autres choses. Moi, je suis mécanicien. Et tout d'un coup, je me conscientise. Je vois la manipulation des religions organisées. Je vois la manipulation de ma famille, de mon patron. Je vois la manipulation de la publicité. Je vois de quelle façon je suis promené. Mais ce n'est pas parce que je vois cela que je dois lâcher mon travail. L'énergie créatrice passe bien dans la mécanique.
Donc, je reste mécanicien et je peux être le plus grand prêcheur sur la planète en restant mécanicien pour pouvoir assurer ma survie. Je peux être conférencier, je peux devenir une personne qui comprendra, qui écrira des livres. Je peux être tout à fait normal et continuer à me conscientiser, à découvrir de plus en plus les mécanismes qui régissent l'évolution de la planète. Mais je reste mécanicien. Parce que l'énergie créatrice passe par la mécanique, alors que l'énergie de conscientisation peut passer par d'autres choses. À un moment donné, il est probable que ces énergies pourront se placer dans le même réceptacle et je devrais laisser mon travail de mécanicien pour faire quelque chose d'autre. Mais alors là, je devrais être sûr que ce n'est pas l'expression psychologique qui essaie de me pousser à créer dans d'autres choses. Parce que cela risque de ne pas fonctionner parce que ce n'est pas le temps que ça fonctionne. Donc, la personne qui évolue ne transforme pas nécessairement l'énergie créatrice qui passe en elle. Toi, tu es acupuncteur. Tu es aussi intervieweur. Tu te conscientises. Tu apprends des choses. Mais cela ne t'empêche pas de devoir continuer à faire ton travail parce que présentement, il y a une utilité à ce que tu le fasses. Il y a certaines choses que tu vas apprendre là parce que tu te conscientises et non pas ailleurs parce que maintenant tu te conscientises. L'homme a une tendance innée à fuir ce qu'il a toujours fait lorsqu'il commence à comprendre des mécanismes psychologiques. Mais avant de fuir, il doit attendre d'être sûr qu'il comprend les mécanismes, d'être sûr qu'il peut voir ce qu'il peut faire. Donc, il s'approche de l'être conséquentiel, de l'homme du Verseau. Mais la personne qui commence à entrevoir l'avenir différemment, qui commence à entrevoir le présent différemment, parce qu'elle a une énergie plus haute en elle, ne doit pas laisser ce qui lui a permis d'en arriver là, pas immédiatement. À un moment donné, tu découvres que Dieu n'est peut-être pas comme on l'enseigne à l'Église. Est-ce que tu bannis l'Église immédiatement pour ça? Est-ce que tu as tout appris, ce que tu pouvais apprendre là, parce que tout d'un coup, tu viens de comprendre une chose ou deux? Tu ne le sais pas. La personne qui a un travail qui lui permet de vivre, ça, c'est sûr, c'est officiel. Si toutes ces philosophies conceptuelles de n'importe quoi sont fausses, il lui rapporte de l'énergie qu'on appelle de l'argent, qui lui permet de vivre, qui lui permet d'acheter les livres qu'elle a besoin pour spéculer, qui lui permet d'aller à des conférences qu'elle a besoin, qui lui permet de voir les films qu'elle a besoin, qui lui permet de sortir pour se distraire. Ça, c'est vrai. Le reste, ça peut être vrai. Mais on n'abandonne pas ce qui est sûr pour des choses peut-être. Quand tu disais la semaine passée, la base de la montagne, c'est un peu ce que tu nous expliques à soir, là, finalement. Bon, puis si on parle de la créativité, tu as semblé dire tantôt que c'était... est-ce que la créativité peut se manifester collectivement ou c'est individuellement? Parce que quand tu parlais de l'importance que la personne fasse quelque chose, mais par elle-même, comme exemple, trouver quelqu'un qui ferait ce verre-là, là, si tu veux. Bon, disons que tu aurais une énergie, je vais mettre ça au figuré un peu, tu as l'énergie créatrice, disons, qui descend sur la planète. Dans l'évolution planétaire, disons, d'un continent, l'Amérique du Nord, certaines choses deviennent essentielles pour permettre le dépassement du plafond évolutif du continent. Donc, l'énergie descend. Ce qui doit être fait, doit être fait. Les hommes qui sont en dessous, eux, évoluent. Et l'énergie descend parce qu'il est attiré par leur niveau d'évolution. Et ce contact va créer un nouveau cadre d'évolution. Ce qui va permettre à l'humain d'évoluer plus vite. Ce qui va permettre à cet humain évolué de recevoir une nouvelle sorte d'énergie créatrice parce qu'attiré par ce nouvel humain, qui créera un nouveau cadre d'évolution qui va donc permettre à l'humain de continuer à avancer. Mais qui va être l'humain dans tout ce lot d'humains en Amérique du Nord qui va avoir la parole? Alors là, ils sont 20 millions à se battre pour l'avoir. Mais c'est pas de cette façon que l'énergie intentionnelle fonctionne. Celui qui a l'affinité pour va l'avoir. Il n'est pas supérieur, il a l'affinité pour ça. Lui parle. D'autres parlent. 10 000 parlent, 10 000 parlent, si c'est nécessaire. Maintenant, on a besoin de nouveaux prototypes d'auto. On a besoin que l'homme continue à voyager. Donc, l'énergie vient créer à travers tous ceux qui fabriquent les autos, les concepteurs d'autos, les concepteurs de maisons, les enseignants, les éboueurs, tout le monde, pour garder à ce cadre d'évolution le caractère qui permet à l'homme dedans d'évoluer.
Donc, l'énergie, elle n'est pas meilleure à une place ou à une autre, elle est intentionnelle. Elle est intelligente. Elle a des intentions. Elle est créatrice. Elle peut transformer dans un but. Et ce but, c'est l'évolution de l'homme. L'énergie vient et elle traverse les êtres humains qui sont là, et ceux-là, selon leurs affinités, vont exprimer, selon leurs affinités, l'énergie intentionnelle. Chacun à sa manière. Mais qui est moins utile dans tout ce schéma d'évolution? Personne. Tout le monde est utile. Et 24 heures sur 24. Certains vont avoir la science d'inventer quelque chose de nouveau qui ne pourra pas être compris par les autres, mais il a les possibilités physiques, neurologiques, éducatrices, éducationnelles. Il a ce qu'il faut et l'énergie intentionnelle se doit de passer par quelqu'un. Donc, elle passera par quelqu'un. Et ce n'est pas parce que l'humanité autour le place sur un piédestal que l'énergie qu'il traverse est supérieure. L'homme s'imagine, mais c'est la même énergie qui traverse tout le monde, mais elle est exprimée selon les capacités de chacun. Alors donc, cette expression dans la matière crée un nouveau cadre d'évolution qui semble évoluer clopin au Québec. Mais au Québec, c'est tout à fait normal que les Québécois ne s'entendent pas, se pilent l'un sur l'autre, ne soient pas nationalistes, n'adorent pas leur drapeau. C'est absolument parfait parce que le peuple québécois est un peuple différent qui sera l'un des premiers à atteindre un degré de conscientisation mentale supérieur au reste de la planète. Le peuple québécois est placé sur une terre privilégiée, l'ancienne terre blanche, disons, et ce peuple, c'est tout à fait normal qu'on s'astine, que tout le monde se pile sur les pieds, et que d'autres peuples qui fraternisent un peu mieux aient les pouvoirs financiers présentement, par exemple, les pouvoirs matériels. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'une personne comprend, elle comprend seule. Fait que tant qu'elle s'astine avec les autres, elle est tout seule. Tant qu'elle est tout seule, quand elle comprend, elle comprend. Mais quand tout le monde se colle, tout le monde se croit, tout le monde s'embrasse, on a une croyance en gang. Mais quand tu es dans une masse, t'es moins qu'un individu. Alors, ce qui fait que le peuple québécois, de par sa mentalité qui paraît absurde dans l'ère du poisson, qui paraît absurde si on regarde les États-Unis, qui, pour leur drapeau, sont prêts à entrer en guerre. Nous, au Québec, pour leur drapeau, ils sont tous prêts à se sauver. Bon, tu regardes la France, tu regardes qui ont le patriotisme, tu regardes les Anglais qui vont débattre les Malouines, tu regardes tout partout sur la planète, dans l'industrialité, et on a une espèce de cœur pour le pays. Alors qu'ici, on a un cœur pour soi-même. Cela est nuisible, présentement paraît nuisible par rapport au reste. Mais cela permet au peuple québécois de rester bâtard, c'est-à-dire de ne jamais être mélangé par les autres idéologies. Il ne comprend rien, du moins en apparence, il ne veut rien savoir, il préfère aller acheter chez un Italien que d'acheter chez un Québécois, il préfère aller acheter chez un Juif que d'acheter chez un Québécois, il préfère détruire la compagnie de l'autre Québécois pour pouvoir grossir la sienne au lieu de s'arranger pour servir bien sa clientèle et travailler comme il faut avec l'autre. Il préfère se piler sur les pieds. Mais c'est pas fait, c'est ça qui va l'obliger à comprendre ce qui se passe. Donc, le peuple québécois exprime de l'énergie intentionnelle selon ce qu'il doit exprimer. Et chaque personne partout sur la planète d'ailleurs, exprime l'énergie intentionnelle selon les attraits telluriques de la région. Le Québec est privilégié pour l'instant. Déjà, l'Inde a été privilégiée. L'Égypte, l'Europe, le continent atlantéen, le continent lémurien, le continent hyperboréen, et entre chacun de ces continents, la Terre Blanche et le Québec est un continent qui se trouve présentement sur l'antique Terre Blanche. Donc, présentement, le Québec est privilégié et l'énergie intentionnelle qui descend au Québec, elle est de même nature que partout, mais exprimée différemment. Alors, le fait que toi, tu fabriques du yogourt, tu exprimes une énergie qui est intentionnelle. Tu crées quelque chose d'utile dans le cadre d'évolution que nous appelons la société. Même la personne qui veut vivre à l'extérieur de la société, si elle a un skidoo, elle vit avec la société. Si elle mange de temps en temps de ton yogourt, elle vit avec la société. Quel que soit le travail, il est créateur parce qu'il est l'expression d'une énergie qui permet à l'homme d'évoluer, son cadre d'évolution, donc d'évoluer lui-même. Il n'y a pas d'imbécilité à l'intérieur de ça. Il y a le frein de l'homme qui essaie de copier l'énergie intentionnelle en exprimant une énergie psychologique.
Cela est prévu, calculé dans les expressions intentionnelles réelles. Donc, on a des personnes qui se doivent de devenir policiers parce que c'est calculé que certaines personnes deviendront des bandits. Une autre question? Oh oui. Oui. À cette heure, je l'ai dit, j'en trouverai plus. Bon, mettons, je sais pas, tu parlais tantôt de la personne qui a la connaissance va s'attirer, comme on dirait, la job en rapport souvent avec la connaissance. Elle a plus de chance, en fait. La personne qui est autodidacte puis qui fouille beaucoup quelque chose, comment ça se passe, cette énergie-là? Est-ce que ça crée un agrégeur qui attire le patron qui a quelque chose à lui offrir? Non, la personne... De toute façon, non, le patron, pour l'attirer, il faut que tu aies toi-même te vendre. Pour aller te vendre, il faut que tu aies l'énergie de te vendre. Ce qui fait qu'en partant, tu te fais encore de plus manipuler. Mais ce qui arrive, disons que c'est une grosse question que tu me poses là. La personne qui est autodidacte, elle a elle-même l'énergie d'exprimer quelque chose de nouveau dans le cadre de la société. J'ai déjà dit que les marginaux étaient ceux qui transformaient la société, parce que ceux qui sont normaux suivent la société. Et le marginal, de temps en temps, transforme la société. L'autodidacte est marginal. Et lui est un canal qui va permettre d'exprimer l'énergie intentionnelle d'une façon, disons, pas nécessairement contre la normalité sociale, mais différente. Si on regarde, par exemple, Albert Einstein, il a exprimé ça d'une façon marginale. Il n'était pas bon à l'école, comme Léonard de Vinci n'était pas bon à l'école, il écrivait tout à l'envers, à ce qui paraît. Alors, ce qui fait que une personne qui est marginale va exprimer l'énergie intentionnelle d'une façon différente. Elle va transformer la société. On a des marginaux qui semblent nuire, mais qui poussent la société à comprendre les mécanismes de la psychologie. Et on en a d'autres qui vont avancer la science, qui vont avancer la médecine, qui vont avancer la psychologie, qui vont avancer tout l'homme. Quand tu es autodidacte, tu es énergisé, tu